Imaginez, vous êtes juriste en droit des affaires et un matin, vous décidez de tout quitter pour servir votre pays. C'est l'histoire de Maëlyn, mon invitée du jour. Une femme qui a enfilé l'uniforme de Saint-Cyr avant de rejoindre les services de renseignement jusqu'à devenir espionne. Dans cet épisode, Maëlyn nous partage ce que son expérience lui a appris sur la prise de décision, sa capacité à gérer la peur et à diriger quand on est une femme de pouvoir. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez envoyer l'épisode à des amis qu'il pourrait aider et vous abonner à la chaîne sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Merci et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne écoute. Bienvenue sur InPower, le média qui donne du pouvoir aux idées. Bonjour Maëlyn. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je suis ravie de t'accueillir après avoir entendu, écouté une partie de ton histoire. Ça m'a donné envie d'en savoir plus et surtout de savoir ce que tu peux nous apporter à nous autres moldus et ce qu'on peut retirer de ton expérience. Avant de commencer, j'ai envie de te demander quelle est ta plus grande unpopular opinion ? C'est le fait que les gens pensent et croient facilement que le renseignement, notamment le renseignement économique, ce n'est que pour les grandes entreprises, que pour les États. Et je trouve qu'ils se trompent en pensant ça parce qu'aujourd'hui, se renseigner, obtenir de l'information, qu'elle soit stratégique pour prendre une décision, donc oui, ça intéresse les entreprises, c'est évident, mais aussi les petites entreprises, mais surtout aussi le citoyen. Toutes les personnes prennent des décisions au quotidien. On a une surabondance d'informations. On a les réseaux sociaux, on a les médias qui sont accessibles en permanence. Donc on a un flot d'informations. Et bien se renseigner pour prendre une décision, prendre une position, faire un choix, c'est indispensable. Et ça commence dès tout petit, enfin finalement dès qu'on est citoyen. Et donc penser que ça ne concerne que les entreprises ou que le renseignement n'appartient qu'à l'État ou que le renseignement n'appartient qu'aux films d'action, finalement, pour moi, c'est se tromper. Pourquoi une juriste de formation comme toi quitte tout pour devenir espionne ? Alors finalement, c'est une quête de sens. La réalité, c'est vraiment ça. J'étais juriste en droit des affaires et j'ai fait un licenciement économique pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Ouais. Donc j'étais responsable du cadre juridique de ce licenciement économique. Donc ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire, mais aussi beaucoup d'émotions, puisque dans un licenciement économique, dans ce type de procédure, tu te sépares finalement des personnes qui composent l'entreprise. Et je me suis dit, à 24 ans, donc j'avais 24 ans, je me suis dit, c'est ça ma mission de vie ? Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie de faire quelque chose de plus grand ? Et ça m'a animée immédiatement, je me suis dit, j'ai envie de servir une cause qui est plus grande que moi, qui est plus grande qu'une entreprise. Qui me dépasse. Et qu'est-ce qu'une cause qui peut nous dépasser ? T'en as deux. T'as servir Dieu, la religion, et puis t'as servir l'État. En gros, voilà. Et moi, je me suis poussée vers l'État et je me suis dit, mais j'ai tellement envie de m'engager au service de mon pays. Et à ce moment-là, je voulais être réserviste. Donc ça veut dire que je vais donner du temps au sein des armées, mais un temps qui est limité, qui est défini. Et puis, je maintiens mon emploi dans le civil, donc je garde mon poste de juriste d'entreprise parce que c'est ce que je voulais vraiment. Ouais. Un petit peu vivre les deux aventures. Évidemment, au moment de m'engager dans la réserve, on me dit que les candidatures, c'est pour l'an prochain. Patiente comme je suis, j'ai dit non, en fait, je m'engage. Je m'étais trop dit que j'avais envie de servir mon pays. T'étais convaincue ? Je m'étais convaincue. Et donc, je me suis engagée pleinement dans les armées. Donc, je suis devenue tout de suite militaire. Comment ça se passe, le processus de décision ? Parce que finalement, c'est quand même un changement de vie. Est-ce que tu pèses les pour et le contre ? Est-ce que tu demandes l'avis autour de toi ? Qu'est-ce qui te permet finalement de construire cette décision ? Alors, pour éclairer les choses, Ouais. je suis issue d'une famille de militaires, donc ce qui donne déjà les bases. C'est-à-dire que moi, mon papa était soldat et donc j'ai déjà baigné dans l'univers des armées. Je savais déjà les sacrifices que ça nécessitait d'embrasser une carrière de soldat. Et justement, c'est absolument ce que je ne voulais pas. Donc comme quoi les certitudes, on revient vite dessus. Mais ma décision, elle a été prise immédiatement, au fond de moi, sans consulter personne. C'est-à-dire que dans le bureau de recrutement, on me dit pour la réserve, il faudra attendre 1 an. J'aurais pu clairement dire, très bien, je reviens dans 1 an, tenez-moi au courant. Immédiatement, j'ai dit non, en fait, je m'engage. Je m'engage.
Et cette décision, je n'ai consulté personne. Donc tout mon entourage a été surpris parce qu'en plus, il n'y avait même pas je n'avais signe avant-coureur. aucun signe avant-coureur. Moi, je suis allée avec l'envie d'être réserviste. Je n'avais de compte à rendre à personne. Et j'ai vraiment... En fait, j'ai écouté mon cœur et j'ai écouté mon envie profonde. Et cette décision, elle a été prise immédiatement. Donc, tu n'as pas eu à faire face aux doutes, même par la suite, à finalement ce qui peut être difficile quand on prend une décision, à savoir se demander ce qu'aurait pu être un autre champ des possibles. Alors le doute, tu l'as toujours, c'est ce qui alimente et ce qui fait de nous des humains, d'avoir ces émotions. Mais j'étais déterminée. Et la détermination prend le pas sur le doute et la peur. Ouais. Donc moi, j'étais déterminée à y aller. Tu t'engages devant un militaire en face de toi qui te fait signer un contrat. Bon, ça oblige, hein. C'est assez impressionnant dans le sens où tu te dis pas, je verrai pour les ruptures conventionnelles ou... Voilà, tu t'engages à signer, tu t'engages à l'armée, tu reçois une convocation pour aller dans les écoles militaires. Donc non, la détermination, c'est la clé. Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles militaires ? Qu'est-ce qu'on apprend à Saint-Cyr où tu vas faire ta première formation ? On apprend la résilience. Voilà. On apprend le courage. On apprend l'envie d'y aller même si on n'a pas envie. Ouais, la discipline, La discipline, l'obéissance, la hiérarchie, l'autorité. Et autre chose aussi, on apprend à vivre avec l'autre. Dans une société où on est assez individualiste, c'est vrai. Les armées t'apprennent à vivre avec des camarades. Ne serait-ce que déjà, logistiquement, tu es 6 dans une chambre. Voilà, donc tu apprends à vivre à 6. Tu partages des douches avec 30 camarades. Voilà, tu partages le terrain, tu partages la nourriture, tu partages absolument tout, le quotidien. Donc les moments d'intimité, c'est des toilettes, voilà, c'est pas chacun son toilette, hein, voilà. Et c'est t'apprends à vivre l'autre, t'apprends le savoir-vivre, t'apprends le savoir-être, t'apprends le partage et t'apprends à écouter. Et ça, c'est indispensable. Et ça, tu penses qu'avant, tu n'en étais pas autant capable ? À 24 ans, t'es encore en train de te construire, je pense. Ouais. Vous aviez tous le même âge ? Non. Il y en avait des plus jeunes, la vingtaine, plus jeunes même 18 ans qui sortaient de bac. Et il y en avait qui avaient déjà 32 ans. La limite d'âge pour être officier sous contrat, ce que j'étais, c'était 32 ans. Donc ça allait de 18 à 32 ans. C'est énorme à cet âge-là. Les différences sont énormes. Il y avait des gens qui sortaient du bac et d'autres qui étaient déjà parents. Donc on a appris beaucoup les uns des autres. Moi, j'avais déjà la capacité à partager puisque je suis issue d'une famille nombreuse. Mais à ce point, dans un quotidien et dans la difficulté, parce que ce qu'on t'apprend, c'est pas simplement pour te dire on ouvre tes chakras à partager avec l'autre et à vivre avec les autres. C'est que quand tu pars au combat, parce qu'on t'apprend à devenir soldat, donc militaire, quand tu pars au combat, tu pars avec une unité. Une unité qui doit te faire confiance, puisque tu vas commander des hommes. Donc il faut être capable de savoir vivre avec eux, de les comprendre et de se faire confiance et de créer cette team, cette unité. Et ça, tu ne le fais pas en étant individualiste. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu d'autres changements dans ta personne, dans ta façon d'agir, peut-être même de réfléchir avant que tu commences cette formation et après ? Avant, je m'étais dit, j'ai envie de servir quelque chose de plus grand que moi. J'ai envie d'y aller pour voir ce que c'est. Aujourd'hui, je suis persuadée que servir mon pays, c'est ma mission de vie. Il n'y a pas de... Ouais. Ça m'a confortée dans cette petite étincelle que j'avais au fond de moi, de me dire... Je vais aller à l'armée, je vais voir, est-ce que ça va me plaire ? Alors, le doute de est-ce que ça va me plaire, c'est évident. Ouais. Mais ça m'a confortée. Maintenant, je suis persuadée que... Moi, je crois beaucoup en notre pays. Je suis persuadée que la France est une nation incroyable. Je l'aime profondément. Je l'ai servie sous les armes, hein, sous le drapeau. Et ça m'a confortée dans cette idée-là. Qu'est-ce que tu souhaites pour la France ? Moi, je souhaite vraiment continuer à faire rayonner notre pays. Et pour faire rayonner notre pays, ça se fait par l'économie, notamment les entreprises. C'est aujourd'hui ce en quoi je crois profondément. On a une belle armée, je l'ai vue, je l'ai vécue, je sais que ça va dérouler. Et l'économie, c'est extrêmement important parce que nos dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, c'est eux qui font rayonner la France à l'international. C'est vrai. Quand on a un dirigeant qui investit dans un produit, qui croit, qui crée de la croissance, qui crée de la valeur en créant des emplois, par exemple, et qui décide de croître à l'étranger, de pénétrer des marchés à l'étranger,
il fait rayonner notre France. Il fait rayonner le bleu, blanc, rouge. Je suis profondément patriotique. Mmh. Et tu vois, si on soutient ça, on va soutenir ce rayonnement de la France. Parce que quand tu discutes avec des étrangers, je crois que tu as vécu à l'étranger, Oui, un peu. les gens apprécient la France. Alors, ils ont une belle image. Quand on parle avec des étrangers de notre pays, ils nous donnent envie d'aimer d'aller à Paris, ils nous donnent envie d'aimer notre pays. Et je pense qu'ils ont raison. Non, c'est vrai qu'on se rend compte de l'amour de la France souvent quand on la quitte. Quand on quitte. Plutôt que quand on y est. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui dans une France qui est divisée, dans une France qui est... on a l'impression que c'est vraiment difficile de réussir à faire vivre, se vivre ensemble, quoi, à réconcilier les uns et les autres. Est-ce que toi, parfois, ça te déçoit? Est-ce que ça te fait peur? Non, je me dis que les choses, elles arrivent, elles sont là. C'est parfois la conséquence de décisions passées qui ne nous appartiennent pas. Moi, ce qui m'importe, c'est comment on voit les choses aujourd'hui et quelle vision on a pour la suite. Hein, on est quand même la génération d'aujourd'hui, mais de demain. Et même à travers ce podcast, ce qu'on fait, c'est qu'on inspire aussi les générations d'après. Et le message est de se dire, en avant, on a plein de choses à faire, plein de belles choses. Et moi, mon combat, je le vois à travers les entreprises qui... Le vivre ensemble t'en parle, mais quand on est dirigeant d'entreprise, et une entreprise, ça réunit. Finalement, ça réunit les troupes. À l'armée, on réunit les troupes, certes, mais le dirigeant d'entreprise, il a des collaborateurs, il réunit des personnalités différentes, des origines différentes, des visions, des opinions différentes au sein d'une même structure, dans un objectif commun, celui de la réussite de l'entreprise, à travers chacun ses compétences. Faut pas l'oublier. Tu vois, et c'est un acte patriotique aussi. Ça l'est. Et profondément, quand on devient dirigeant en France et qu'on est entrepreneur en France, c'est être patriotique. Hein, avec les avantages et les contraintes qu'il y a. C'est décider d'entreprendre en France, c'est décider aussi de croire en son pays. Ouais, et donc, je salue cela. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui envisage de changer de voie, mais qui a peut-être du mal à s'écouter, à se faire confiance et à savoir si c'est la bonne décision? Mais tu vois, la première chose, c'est de s'écouter. Mais bien évidemment, s'il n'y arrive pas et qu'il y a beaucoup de bruit intérieur, de difficulté à prendre une décision, je vais lui recommander ce que je recommande à tous les dirigeants. C'est de se renseigner avant de prendre la décision. C'est de se renseigner sur est-ce que je connais bien l'objectif? Est-ce que je connais bien, par exemple, on peut parler de reconversion, est-ce que je connais bien ce nouveau métier? Est-ce que je connais bien les tenants et aboutissants, les compétences que je vais devoir engager? Est-ce que je ne connaîtrais pas quelqu'un qui exerce ce métier et qui pourrait me renseigner? En fait, de mener des investigations à son propre niveau pour vraiment éclairer sa décision. Les forces, les faiblesses, peut-être les atouts qu'il peut mettre en avant, les choses sur lesquelles il doit travailler, les risques, les avantages, et après il prendra sa décision. Ça ne sera pas forcément toujours une bonne décision, parce qu'on se dit toujours, mais moi je veux prendre toujours la meilleure décision. Alors déjà, on sait qu'elle est bonne qu'après qu'on l'ait prise. Donc pour ça, donc il faut voilà, la prendre. Donc déjà, il faut la prendre. Et la décision, il faut la prendre en toute connaissance de cause. Et c'est ça la clé. C'est de se dire, j'ai pris cette décision, je pense qu'à l'instant T, c'est la meilleure, au regard de tout ce que j'ai analysé. Mais l'avenir me dira si c'est une décision qui a été positive ou négative, est-ce que j'en tire une histoire, une leçon, un enseignement. Mais l'objectif, c'est d'abord de se dire, je suis OK, je suis alignée, je suis en phase avec cette prise de décision parce que elle est éclairée. Elle est éclairée et c'est la mienne, elle m'appartient. C'est important de dire aux personnes que les décisions leur appartiennent. Personne décide à votre place. Donc prenez le temps de vous renseigner pour prendre la décision qui est alignée avec ce que vous êtes. Est-ce que tu as déjà regretté une décision? Non. J'ai pas de regrets. Ok. J'ai pas de regrets. J'ai parfois de la nostalgie, c'est le bon mot. Ouais. Hein, tu vois, je peux avoir de la nostalgie. J'ai la nostalgie d'avoir quitté les services de renseignement, par exemple. Mais j'ai pas de regrets. Parce que j'ai pris toutes mes décisions sous ce prisme-là. Je me renseigne, je pèse le pour et le contre, je suis persuadée, je suis alignée. J'ai toujours été alignée avec mes décisions. Quand tu es alignée avec tes décisions, si il s'avère que c'était une mauvaise décision, finalement, tu vas apprendre, tirer une leçon, tirer des enseignements et tu vas être plus fort après. C'est incroyable. Pour après prendre de plus grandes décisions. Une fois que tu quittes Saint-Cyr, qu'est-ce qui se passe?
Alors quand je quitte l'école militaire, j'intègre du coup une unité militaire et je vais très vite basculer dans les services de renseignement. Donc là, je vais devenir officier de renseignement, c'est comme ça qu'on appelle, et je vais commander une unité de renseignement sur le terrain, dont mon métier, ça va être d'aller capter du renseignement stratégique au service de l'État. Donc ça, c'est ce que tout un chacun peut connaître sous le terme d'espion. Exactement. Ce que tout le monde peut apporter au métier d'espion. Donc il y a plusieurs catégories d'espions, mais effectivement, dans l'opinion publique, c'est ce qu'on peut affilier au mot espion. Et Est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu allais devenir espionne? Parce qu'on ne le sait pas en avance. alors on le sait, moi dans mon cas, j'ai été recrutée pour. D'accord. D'accord. Donc j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir passer les tests. Et quand j'ai passé les tests, je savais que je rentrais à la DGSE. Et donc forcément, quand on rentre à la DGSE, quoi qu'il arrive, on appartient au service de renseignement. Donc normalement, si on est bien renseigné, on sait que si on candidate à la DGSE, c'est pour un avenir dans le monde du renseignement. Qu'est-ce que tu dis à tes proches à ce moment-là? Tu leur mens. D'accord. D'accord. Tu n'as pas le droit de dire que tu intègres un service de renseignement, donc tu dois rester vague. Et à ce moment-là, je leur dis que je suis au sein des armées et que je suis juriste au sein des armées, ce pourquoi j'ai été recrutée initialement. Et ça, c'est difficile à faire, de mentir à son entourage? C'est un métier. C'est un métier, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que là, on sait qu'on ment pour de bonnes raisons. La première, protéger le pays, parce que sinon on devient une faille. Et la seconde, protéger son entourage, parce qu'ils deviennent sinon des cibles. J'ai quelques post-it pour toi. Je vais te les partager et tu vas devoir me dire lequel te parle le plus. Ce que j'ai sous les yeux, j'ai intelligence économique, ambition, rat bleu, c'est bien cherché ça, fleuriste, bizutage et regret. Et je vais choisir intelligence économique. Pourquoi tu as choisi ce post-it? Parce que c'est ce qui anime aujourd'hui ma nouvelle vie, hein, l'intelligence économique, et que c'est un mot que j'ai eu du mal à m'approprier, que j'ai Et qu'on a du transformé. mal potentiellement à comprendre si jamais on n'y est pas familier. Donc si jamais tu veux peut-être le définir. Bien sûr. Mais exactement, et il n'y a pas de honte à avoir de ne pas comprendre ce mot, intelligence économique, parce que c'est toute la genèse de mon histoire avec l'intelligence économique, c'est que quand j'ai quitté les armées, on m'a conseillé de faire de l'intelligence économique, et ma première réaction, ça a été de dire, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence économique? C'est très pompeux, j'ai trouvé, C'est vrai. et très complexe. Et il y avait deux réactions quand j'en parlais, quand je disais aux gens j'aimerais bien me renseigner un peu et faire un peu d'intelligence économique. Les gens me regardaient, et soit il y avait ceux qui étaient comme des poissons rouges, ils ouvraient la bouche en disant j'ai pas compris de quoi tu me parles, soit il y en a qui faisaient semblant de comprendre. Et le 1% qui comprenait, ils étaient assez rares à ce moment-là. Et donc je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire, donc il n'y a pas de honte à ne pas comprendre. Par contre je vais faire une chose, c'est que je vais transformer le vocabulaire, le champ lexical. Donc moi je décide de plus parler d'intelligence économique, mais de parler de renseignement d'affaires, et de le démocratiser. Et de dire, mais si moi je ne le comprends pas, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres qui ne le comprennent pas, alors que c'est un outil et une arme pour les entreprises. Et donc j'ai décidé de dire, déjà je vais l'appeler renseignement économique, et je vais le définir. Faire du renseignement économique, renseignement d'affaires, c'est aller chercher le bon renseignement, au bon moment, pour prendre la meilleure décision. Et on va mettre au centre de la prise de décision l'information. Est-ce que tu as un exemple peut-être de cas sur lequel tu as travaillé qui est une bonne illustration de ce qu'est le renseignement d'affaires? Oui, bien sûr. Je vais prendre le cas de la réputation. Parce que celui-là, il concerne finalement tout le monde et puis il fera écho. Et puis, c'est la première chose que le dirigeant a envie de venir protéger avant de rentrer en contentieux. J'ai l'histoire d'un dirigeant qui m'appelle et qui me dit Maïline, voilà, j'ai un super partenaire, j'ai signé avec lui, j'ai un doute. Voilà, il m'a vendu du rêve, il m'a vendu des compétences, notamment c'était des compétences financières, un vrai savoir-faire, une vraie expertise. Et moi, je suis une petite entreprise, j'ai 20 collaborateurs, je suis une petite entreprise au fin fond de la France. Et moi, cet individu, je l'ai rencontré dans le cadre de soirées, d'événements. Il m'a paru sympathique, avec un bon bagou. Et finalement, je me suis engagée avec lui pour qu'il m'accompagne sur l'aspect financier de ma boîte. Et là, il me dit, maintenant j'ai un doute. Est-ce que tu peux m'aider?
et me renseigner sur sa réputation parce qu'en fait, je ne sais pas. J'ai un petit quelque chose. Donc là, le dirigeant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté son instinct, son petit quelque chose qui lui a fait dire, avant d'aller plus loin, avant d'aligner un chèque, on va se renseigner. Et donc là, on mène des investigations et on se rend compte que cet individu, tout simplement, n'a pas la réputation qu'il avance et qu'il n'a pas les moyens de ses ambitions. Non seulement il n'a ni les compétences, ni l'expertise, mais en plus sur le marché, il a une très mauvaise réputation, notamment celle d'arnaquer les dirigeants. Alors oui, c'est un beau parleur, il a un beau bagou, il présente bien, mais son objectif, c'est finalement d'arnaquer et de ramener des fonds, d'usurper les identités, plus que... de financer le développement de plus que de faire ce qu'il promet. Hein. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un dossier aux dirigeants pour lui dire, écoute, là, il y a... c'est la merde. Ouais. J'allais dire, il y a baleineau sous gravillon, tu vois. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller plus loin, ne serait-ce que parce qu'en fait, il n'a même pas les compétences pour assurer la mission que tu voudrais lui confier. Et donc, ces éléments-là ont servi à deux choses. La première, le client n'a pas eu à travailler avec cet individu. Donc, finalement, on lui a évité une perte d'énergie, une perte d'argent, une perte de confiance et réputationnelle. Parce qu'en fait, son nom aurait été associé à cet individu qui, sur la place, en se renseignant, c'est une personne qui avait une mauvaise réputation. Donc, il a évité d'associer sa réputation à celle de cet individu. Et la seconde chose, c'est qu'en faisant du renseignement, il a eu des leviers de négociation pour mettre un terme à ce contrat sans difficulté. Donc finalement, il a pu se séparer de cet individu avec des éléments factuels sans difficulté. Et ils se sont quittés en bons termes, mais ils se sont quittés, c'était ça le plus important. Quelles sont les qualités que tu as pu acquérir quand tu étais à la DGSE qui te permettent de faire ce métier aujourd'hui? Alors quand tu es soldat, militaire, agent, plus précisément quand tu es officier de renseignement, ce que j'ai appris, moi, finalement, c'est de décider dans l'incertitude, décider vite dans des zones hostiles, à étudier les rapports de force entre les États, entre les parties, à trouver des bons leviers de négociation, à déterminer ce qui est un renseignement stratégique et ce que ça n'est pas, faire la part des choses entre un bruit informationnel et ce que moi j'appelle le nectar informationnel, ce qui est vraiment important, tu vois. Et puis, la tactique. Voilà. Donc ces éléments-là, mis au service des entreprises, ces qualités, ces compétences mis au service des entreprises, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles traversent, et ce qu'on dit chez les spécialistes, et je ne sais pas comment le grand public le reçoit, mais c'est qu'on est en guerre économique. C'est réel. Les entreprises, aujourd'hui, traversent une guerre économique. Avec qui? C'est national et c'est international. Entre elles, bien évidemment, parce que la concurrence est féroce, mais à l'international. Il y a les guerres, les vraies guerres, les guerres létales, les guerres qu'on connaît matériellement, parce que la guerre économique est difficile à matérialiser. On va avoir les guerres informationnelles, avec la manipulation de l'information entre États. Les guerres juridiques, la justice, et en tout cas les règles législatives ne sont pas les mêmes en chaque pays. Donc finalement, les entreprises qui doivent pénétrer un marché doivent se conformer à cette conformité législative d'un État, extraterritorialité, etc. C'est très compliqué. Et donc la concurrence, l'innovation, les moyens de financement, tout ça, une entreprise le traverse au quotidien. Et dans un contexte de guerre économique comme celui-là, en fait, elles doivent utiliser les mêmes armes qu'on utilise à la guerre. Le renseignement, c'est une arme. Le renseignement économique, c'est une arme stratégique, un outil vraiment utile pour le dirigeant pour avancer, naviguer dans l'eau trouble de la guerre économique. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment dans ta carrière à la DGSE où tu as cru que tu n'allais pas y arriver ou où tu t'es sentie démunie? Non, pas démunie. J'ai déjà eu peur. T'as déjà eu peur? C'est normal d'avoir peur. Un agent qui n'a pas peur, mais même un individu, même un dirigeant qui n'a pas peur de prendre une décision... C'est un psychopathe.
J'allais pas le qualifier comme ça, mais c'est dangereux. C'est dangereux. La peur, ça permet de jauger, ça permet de mesurer, ça permet de prendre de la hauteur de vue, de prendre du recul, de garder la tête froide. Et donc, la peur, elle anime. Par contre, ce qu'il faut, c'est ne pas être figé par la peur. Et donc, être entraîné. Alors, à l'armée, on s'entraîne à vivre des situations complexes, compliquées. Les cas non conformes, on appelle ça comme ça, les cas non conformes. On étudie toutes les possibilités pour, si un jour on se retrouve dans cette situation, on soit en mesure de s'en sortir. Le dirigeant, il doit faire pareil. Étudier tous les cas non conformes qui peuvent peser sur son organisation, toutes les menaces qui peuvent peser sur son organisation, afin de pouvoir agir en temps réel. Je te donne un exemple, une cyberattaque. Ça concerne tout le monde. Je veux dire, nous-mêmes citoyens, on est quand même assez sensibles à l'idée de ne pas se faire cyberattaquer. Une entreprise, c'est pareil. Et l'entreprise, elle doit pouvoir mesurer ce type de menace, la cyber par exemple, qui va peser sur son organisation. Alors certes, elle ne fait pas aujourd'hui l'objet d'une cybermenace, certes, elle ne fait pas aujourd'hui l'objet d'une cyberattaque, mais ça peut être le cas demain. Et donc ça peut être intéressant de faire un test de résilience, de voir où sont les failles, et quel va être le protocole de réaction si jamais la menace surviendrait, pour éviter d'être guidé par sa peur et figé par sa peur. Est-ce que tu peux nous partager des situations auxquelles vous vous entraîniez pour justement faire face à la peur et apprendre à y réagir au mieux? Tu sais, déjà, ce qu'on faisait, c'est que quand on travaillait extrêmement bien nos légendes, parce que la première crainte, c'est d'être dévoilé quand on est agent. Tu peux partager ce qu'est une légende? Ce qu'est une légende, alors une légende, en fait, c'est une identité fictive qui est celle qu'on va s'approprier pour ne pas utiliser notre identité réelle. Et donc, cette légende, elle permet de se mouvoir à l'étranger sous une identité fictive pour pouvoir agir. Et cette légende, elle doit être extrêmement bien préparée. Parce que la première crainte, c'est d'être démasqué. Pour Alors, si un agent secret est démasqué, c'est problématique. Ouais. Tant pour l'État que pour lui. Ça t'est jamais arrivé? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, c'est la première crainte. Donc, le premier entraînement, c'est celui de bien maîtriser. Tu vois. Et je vais te raconter une histoire d'un entraînement que moi, j'ai fait avant de rentrer à la DGSE. J'ai sauté en parachute. Et le saut en parachute, moi, ce que je voulais, c'était sauter toute seule, donc pas en tandem, d'être autonome dans les airs. Et pour ça, en fait, au sol, tu t'entraînes pendant des heures à tous les cas non conformes. Si ton parachute ne s'ouvre pas, si ton parachute est emmêlé, si ton parachute de secours... comment plier ton parachute de secours et ton parachute classique, comment sortir de l'avion pour ne pas se cogner. Voilà. Donc, tu apprends tous les cas non conformes. D'accord ? Et après, tu sautes dans les airs. Et donc là, j'arrive, donc je fais 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, et puis au 4e saut, j'ouvre mon parachute, et là, il est emmêlé. Je me retrouve avec un parachute dans les airs à mon 4e saut, totalement ce qu'on appelle en torche, emmêlé, et j'applique le protocole pour essayer de le démêler. Mon parachute ne se démêle pas, je perds pas de vitesse, et je vois le sol s'approcher. Je sais qu'à 1000 mètres d'altitude, parce que j'ai bien travaillé au sol, mon parachute de secours va s'ouvrir. Si mon parachute de secours s'ouvre en même temps que mon parachute, ils vont s'emmêler, et là, c'est la chute assurée. Donc je dois prendre une décision, vite, éclairée, et je dois prendre la décision qui n'est pas du tout naturelle, de libérer mon premier parachute. Donc je décide de faire confiance à mon parachute de secours, de détacher mon parachute emmêlé, et de repartir plein gaz dans les airs, en espérant que mon parachute de secours il soit OK. Alors, si je suis là avec toi, c'est que, évidemment, ça s'est extrêmement bien passé. Il s'est ouvert et j'ai atterri avec le sourire. Néanmoins, ça n'aurait pas été possible de prendre une décision aussi éclairée, rapide, etc., si je n'avais pas été entraînée avant. Si je n'avais pas anticipé tous les cas non conformes. Pour les dirigeants d'entreprise, c'est la même chose. Ce qu'ils doivent faire, et c'est de leur responsabilité parce que personne ne va le faire pour eux, c'est de pouvoir anticiper toutes les menaces qui pèsent sur une organisation et de s'entraîner. Tu sais, je sais pas, tu as déjà vu que souvent les dirigeants d'entreprise, les entreprises, elles font des cyber-simulations, elles font des tests pour essayer de mettre en cas réel, en situation réelle, de menaces. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple d'entraînement, c'est un exemple de résilience. De se dire, OK, on va simuler une cyberattaque pour voir comment on est capable de réagir, comment on est capable de survivre économiquement, réputationnellement.
Et qu'est-ce qu'on dit à nos clients quand on est cyberattaqué et que toutes les bases de données? Bon, première chose. Gestion de crise, qu'est-ce qu'on dit aux collaborateurs et quels sont les réflexes qu'ils doivent avoir dans l'entreprise? C'est indispensable désormais d'anticiper toutes les menaces qui peuvent peser sur les organisations. Comment tu fais pour ne pas te dire que tu n'es jamais assez entraîné? Parce que finalement, c'est potentiellement ça le piège aussi. Je m'entraîne tout le temps. Je m'entraîne tout le temps parce que moi, je crois au commandement par l'exemple. C'est facile de dire à des soldats de faire quelque chose et d'exécuter si toi-même, tu ne te l'appliques pas. Le commandement par l'exemple, c'est ça. C'est de d'abord s'appliquer à soi-même les choses avant de les imposer aux autres. Moi, aujourd'hui, je tiens un discours aux dirigeants de s'entraîner. Je tiens un discours aux dirigeants d'anticiper, de pouvoir se protéger, se renseigner. Donc, qu'est-ce que je fais pour moi? Je me l'applique au quotidien. Et donc, je me renseigne sur les nouvelles menaces qui peuvent peser sur les organisations. Je m'entraîne, j'observe, je reste tout le temps aux aguets. C'est mon métier. Finalement, c'est peut-être ma nature. Tu vois, Peut-être un peu des deux. un peu des deux. Mais de s'appliquer à soi-même ce qu'on veut montrer par l'exemple à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as dû désapprendre au fur et à mesure de ta carrière? Des idées reçues, des croyances, des pensées? Les certitudes. Il y a bien une chose dont je suis certaine, c'est que les certitudes N'existe pas. n'existent pas. On peut se faire confiance à un instant T. Il faut être déterminé, il faut avoir sa vision pour la suite, son objectif. Mais pour le coup, toutes les certitudes, elles sont toujours déconstruites. Parce que, en fait, on navigue avec les autres. Il n'y a pas que soi-même. C'est bien d'être préparé. Hein. On va naviguer avec les autres, avec son environnement, avec le contexte géopolitique, politique, environnemental. Donc finalement, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc avoir des certitudes, ça c'est quelque chose que j'ai bien déconstruit. Par contre, ce qui tient de mon ressort, de ma préparation, de ma capacité à m'adapter, à mon agilité, bah ça c'est de mon ressort. Et si il y a une faille sur ce point-là, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Qu'est-ce que tu as gardé dans ton entraînement ou dans ton hygiène de vie de tes années en tant qu'officier? Le sport, on en a discuté tout à l'heure. Le sport, c'est quelque chose que j'ai gardé, c'est une hygiène de vie, mais finalement, je l'avais depuis toute petite. Ça s'est accentué avec les armées, parce qu'on te demande d'être sportivement alerte. Ouais. Et c'est pas uniquement pour avoir des muscles ou pour être capable de porter des sacs de 30 kilos. C'est parce qu'en fait, faire du sport, c'est une hygiène de vie qui t'apporte une hygiène mentale. Et quand tu as des décisions stratégiques à prendre ou quand tu fais des métiers à fort enjeu, avoir une clarté mentale qui tient à l'hygiène du sportif, c'est indispensable. Donc c'est plutôt un état d'esprit. Et j'ai gardé cet état d'esprit-là. Est-ce que tu te considères comme une femme puissante? Non. Pourquoi? Parce que la puissance, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'anime. Et je ne saurais même pas te dire ce qu'est une femme puissante. C'est une femme qui a du pouvoir. Une femme qui a du pouvoir. Non, je pense pas avoir de pouvoir. Par contre, j'ai une voix, j'ai une responsabilité. Et ça, je m'en fais c'est ma propre responsabilité. Donc tout ce qui sort de ma bouche, tout ce que je peux incarner, qui peut faire du bien à ceux qui entendent, à ceux qui voient, à ceux qui me font confiance, ça, c'est de ma responsabilité. Mais je me considère pas comme une femme puissante. Qu'est-ce qui dérange, tu penses, dans la puissance des femmes? Je sais pas si elle dérange. Je trouve ça beau, moi. Me dire qu'on pourrait avoir une femme qui est puissante, si elle est inspirante. En fait, ce qui peut déranger, c'est que dans la puissance, les gens peuvent se dire, elle peut faire du mal. Mais il y a des puissances bénéfiques, Ouais. tu vois. Il faut voir ce côté-là. Et donc, quelqu'un de puissant, mais qui fait du bien, et qui est bien au fond de soi. Parce qu'en fait, je vais dire une chose, la puissance, le pouvoir, l'argent, tout ça ne révèle que ce qu'on est vraiment au fond de soi. Ce ne sont que des accélérateurs et des révélateurs. Et donc finalement, si au fond de soi, on est pourri, ces accélérateurs ne vont faire que révéler ces choses-là. Mais si au fond de soi, on a un cap, on a des valeurs, on a envie de guider, ben je pense que ces choses-là sont des accélérateurs. Qu'est-ce que tu aimerais que les femmes s'autorisent davantage? Vivre leurs rêves. Tu vois, j'échange beaucoup avec des femmes qui aujourd'hui disent « je ferai ça quand mes enfants seront plus grands ». Ou, pire, mes enfants sont plus grands, donc ça y est, je vais le faire. Pourquoi t'as attendu tant de temps? Je sais que c'est dur de composer, mais les femmes,
ce sont les piliers parfois des familles. Et elles doivent réaliser leurs rêves. Si elles ont des rêves, il faut oser pouvoir se permettre, oser rêver et oser se donner les moyens de les réaliser. Parce que c'est possible. Alors ça demande des sacrifices. Attention, tout n'est pas simple. Je le dis, ça demande les choses, les accomplissements demandent du travail et des sacrifices. C'est indéniable. Néanmoins, oser réaliser ses rêves, si on les a à l'instant, c'est important parce que plus tard, c'est trop tard. Et comme tu dis, c'est aussi lead by example, c'est-à-dire tout comme un dirigeant doit agir comme il aimerait que ses collaborateurs agissent, j'imagine que les parents sont les premiers modèles des enfants et donc ce qu'on souhaite pour ces enfants, c'est à nous de l'incarner avant tout pour montrer que c'est possible, quoi. Tu as tout à fait raison. Tant pour ses enfants si on est parent, mais aussi pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Parce qu'aussi, dans le quotidien, on fréquente aussi des personnes qui nous font confiance ou qui nous regardent. Tu vois, quand tu commences à avoir un média, etc., les gens regardent. C'est extrêmement important de leur montrer que c'est possible. Par le travail, la rigueur, les sacrifices, je le redis, parce que tout n'est pas simple. Mais néanmoins, il faut inspirer. On peut inspirer. En tout cas, si ça nous anime de le faire. Et si on a des rêves, voilà. Moi, ce que je pousse les femmes à faire, c'est réaliser vos rêves. Quel est le plus grand sacrifice que t'aies fait, tu penses ? M'engager. Tu sais, quand tu t'engages à l'armée, notamment dans le métier que j'ai exercé, tu donnes ta vie pour la nation. Tu donnes ta vie pour la nation. Moi, j'ai donné mes plus belles années de jeunesse à la nation. Et c'est extrêmement engageant. Tu te coupes d'un monde, le monde réel, pour travailler au service d'un pays qui est très exigeant, avec des contraintes. Donc pour moi, c'est le plus gros sacrifice, mais c'est pas un sacrifice dans la douleur. C'est vraiment une aventure. Il peut y avoir de la beauté dans le sacrifice. Évidemment. Si c'était à refaire, je le referais. Vraiment. Je vais te partager un petit quiz, un vrai ou faux, et tu pourras y répondre avec une phrase en me disant pourquoi, selon toi, c'est vrai ou c'est faux. Je fais pas juste vrai ou faux. Non, tu me dis une petite phrase pourquoi. Vrai ou faux, il faut tuer pour être espion. Faux. Je peux pas aller plus loin. L'armée, c'est un métier d'homme. Faux. La preuve, je l'incarne et il y a beaucoup de femmes dans nos armées. On doit garder des secrets envers sa famille. Quand on est militaire ? Quand on est militaire, ouais. Oui. Évidemment, puisqu'on sert quelque chose de plus grand que nous et on a une obligation de discrétion, de confidentialité selon les postes qu'on occupe. Travailler dans l'armée, c'est être isolé. Non, bien au contraire, on se crée une nouvelle famille. Puisque à l'armée, on ne travaille pas seul, on travaille avec des soldats, un commandement, et donc on se crée une nouvelle famille. Quand on a travaillé comme espionne, on devient plus méfiante. Oui, c'est évident. Et enfin, on vit sous une identité secrète. Quand on espionne ? Ouais. Ça dépend. Il y a plusieurs types d'agents. Toi, tu as vécu sous une identité secrète. J'ai eu une identité secrète. Est-ce que tu peux nous partager comment elle se crée, c'est-à-dire comment on choisit l'identité qu'on va devoir endosser ? Alors, pour des raisons évidentes, je ne peux pas m'étaler sur ce sujet-là. Néanmoins, quand on choisit une identité, il faut qu'elle soit au plus proche de ce qu'on est vraiment. D'accord. Ça doit quand même ressembler à qui Bien on est. évidemment. Sinon, on aurait plus de mal il faut l'incarner. À le jouer, quoi. Donc, c'est extrêmement important. Ouais. C'est au-delà de jouer, c'est l'incarner. Et donc, à partir du moment où on doit l'incarner, il faut vraiment se l'approprier. Donc, une légende, il y a des choses qui vous sont imposées, mais il y a des choses que vous devez choisir vous-même pour pouvoir l'incarner. Donc, c'est un beau moment. Comment est-ce qu'on devient une bonne dirigeante, selon toi ? J'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que tu as observé, peut-être, des bonnes dirigeantes, des femmes que tu admires ? Ouais. Il y a deux choses que j'ai observées. La première chose, c'est la main tendue vers l'autre. Attention, si tu la mords, elle tape. Donc, je ne dis pas que c'est la charité. Je dis que j'ai observé chez certaines dirigeantes qui m'inspirent, beaucoup, c'est la main tendue vers l'autre parce qu'elles connaissent leur place. Elles connaissent, finalement, tu vois, leur puissance. Tu vois ? Ouais.
On a du mal à se l'approprier, mais c'est en fait, pour ça notre que je le échange, dis. Hein, c'est très intéressant. Et puis cet échange me permet de me dire, mais en fait, j'ai des exemples de puissance en pensant à elles, qui sont dans un coin de ma tête. La première chose, c'est ça, c'est qu'elles ont la main tendue vers l'autre parce qu'elles ont connaissance de leur puissance, de leur pouvoir, elles sont solides sur leurs appuis. Et elles ont la main tendue vers l'autre de celui qui a envie de faire du bien ou qui a envie aussi d'aider les entreprises ou qui a quelque chose à apporter. Et elles n'hésitent pas à tendre la main. Et moi, j'ai été surprise de nombreuses fois par ces femmes puissantes et inspirantes et dirigeantes de cette main tendue pour aider à monter un escalier, monter les marches du succès. Donc ça, c'est la première chose que j'ai remarquée, mais je le remarque aussi chez les hommes. Moi, j'ai beaucoup de dirigeants qui sont inspirants. Et la deuxième chose pour moi d'un dirigeant, d'une dirigeante puissante, inspirante, c'est qu'elle se renseigne. Elle sait où elle met les pieds. Un bon dirigeant, il a des responsabilités. Il a la responsabilité de son entreprise, il a la responsabilité de ses équipes, de ses hommes et femmes qu'il manage, ou moi j'aime bien dire qu'il commande, mais qui manage. Il a la responsabilité des fonds financiers qu'on lui a confiés ou qu'il a créés. Il a la responsabilité des emplois. Il a la responsabilité des produits. Et puis cette responsabilité finalement de faire aussi rayonner son entreprise peut-être à l'international. Et donc cette responsabilité l'oblige finalement à se renseigner. Un bon dirigeant se renseigne. Il se renseigne pour savoir où est-ce qu'il met les pieds, où est-ce que le plan va amener tout le monde dans cette barque et dans cette aventure de l'entreprise. Et donc ce bon dirigeant ne prend pas des décisions à la va-vite, il prend des décisions éclairées. Et pour prendre des décisions éclairées, il se renseigne. Donc il ne va pas au doigt mouillé. Donc finalement, c'est un visionnaire qui prend de la hauteur de vue au bon moment. Quelles compétences t'aimerais encore acquérir ? La sagesse. J'aimerais acquérir plus de sagesse, mais je suis patiente parce que pour le coup, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. On ne peut pas vraiment l'accélérer. Ouais. Et l'expérience. On peut en avoir en s'inspirant de dirigeants expérimentés. Hein, à leur contact, j'apprends beaucoup de cette sagesse et de cette patience qu'ils ont. Ça, c'est quelque chose que... Mais que je fais confiance quand même à l'univers. C'est quelque chose qui devrait arriver normalement avec le temps. Et je pense qu'être sage, c'est même ne pas se rendre compte qu'on l'est. Exactement. Donc bon, on peut espérer l'être. Et puis, à tout âge, ses avantages. C'est vrai. La fraîcheur de la jeunesse et un peu, nous, ce qu'on appelle un peu dans les armées, le chien fou. Qui aime bien, qui en veut, qui est insouciant, qui a de l'ambition, qui est dynamique, qui met de l'énergie là où on n'en aurait peut-être pas mis si on était trop sage. C'est rafraîchissant et ça fait du bien. Et à chaque moment de vie, ses avantages, je pense. Je serais curieuse de savoir, quand tu as un objectif, quelle est la stratégie que tu mets en place ? Quels sont les process que tu as identifiés comme étant nécessaires ou en tout cas comme permettant la bonne réalisation de l'objectif ? Ouais, c'est très... Il y a un grand processus là dans ma tête, tu vois. La première chose que je fais, c'est que je me renseigne sur l'objectif. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Est-ce que ça correspond finalement à mes attentes ? Est-ce que je m'en fais pas une image fantasmée ? Très important. Donc ça, se renseigner, prendre de l'info sur l'objectif. Après, c'est la temporalité. Faut arrêter, et pourtant je me le dis à moi-même, donc quand je le dis pour moi aussi. Faut arrêter de vouloir tout de suite. Les choses prennent du temps. On ne fait pas pousser des arbres en leur tirant dessus. Tu vois ? Donc c'est important de donner au temps. Donc finalement, tu as un objectif. Dans la temporalité, il faut étaler des petits objectifs qui vont te permettre d'atteindre les grands objectifs. Comment tu affrontes le fait de ne pas atteindre un objectif ou de ne pas l'atteindre comme tu aurais aimé qu'il le soit ? Alors, moi, je suis une grande insatisfaite, quand même. Je me dis toujours que ça aurait pu être mieux, je me dis toujours que ça aurait pu aller plus vite, je me dis toujours que ça pourrait être plus grand. Voilà, c'est comme ça que je suis. Je le vis de façon, je pense, assez naturelle, c'est-à-dire que je vais vivre une frustration sur le moment, mais j'en tire tout de suite une leçon parce qu'il ne faut surtout pas que ça me ralentisse dans la vision plus grande du tableau. Donc tu penses toujours à ce qu'il y a après ? Toujours. La vie, elle est belle, elle est grande, il y a encore du temps. Il y a plein de choses à réaliser. Et donc, je me dis que oui, c'est un
une embûche sur mon chemin, j'en tire les enseignements. C'est très important de tirer des enseignements de ce qu'on traverse. Sur soi, sur sa méthodologie, sur le fait qu'on n'a peut-être pas eu assez de bonnes infos, ce genre de choses, pour pouvoir, rectifier le tir. Est-ce qu'on peut tout contrôler? Parce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que finalement tout est contrôlable. Qu'est-ce qu'on peut faire quand ça ne l'est pas? On ne peut pas tout contrôler. Absolument pas. On peut contrôler des choses qui sont peut-être au fond de nous. Donc on peut contrôler son état d'esprit, on peut contrôler les actions qu'on va mener, mais on ne contrôle pas les effets qu'ils vont avoir. Ouais. On peut contrôler les décisions qu'on va prendre, mais encore une fois, on ne contrôle pas les impacts de cette décision. Donc on peut contrôler ce qui correspond intrinsèquement à nous-mêmes. Ce qui est déjà pas mal. Les mots qu'on dit. C'est ce qui est déjà pas mal, parce que savoir contrôler ça, en tout cas le contrôler dans le bon sens, dans le sens le guider au service de ce qu'on sert, ou de notre mission, ou de notre objectif. Et tout le reste, c'est incontrôlable. Donc la meilleure façon de pouvoir atténuer l'incontrôlable, c'est l'anticipation. Et tu vois, en allant chercher de l'info, en se renseignant, etc., finalement, qu'est-ce qu'on fait? On va venir anticiper soit des menaces, soit des opportunités aussi. Faut pas l'oublier. En anticipant, on peut venir atténuer potentiellement ce qui n'est pas contrôlable. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de naviguer face à l'incertitude? Oui, je pense que l'état d'esprit compte énormément. L'état d'esprit compte énormément. Rester positif, voir le bon côté des choses, c'est extrêmement important. Garder un état d'esprit sain. Et aussi de leader, parce que quand on parle de dirigeants d'entreprise, de personnes puissantes, de personnes inspirantes, ça veut dire qu'elles embarquent avec elles d'autres personnes, et il faut garder cet esprit de leader. Dans l'incertitude, tout le monde voit que c'est difficile, mais le leader est regardé. Donc si le leader, il sait où il va, qu'il mène, qu'il dit oui, c'est difficile, par contre j'ai un plan, on y va. Ça permet quand même de voir les choses autrement que de tanguer dans la barque avec tout le monde. Ouais. Encore faut-il avoir un plan, du coup. Tout dirigeant a un plan. Ouais. Tout dirigeant il y a un plan A, un plan B, un plan C, et on déroule en fonction. Exactement. Et même le citoyen, même les individus ont des plans. Encore une fois, il faut s'écouter. Peut-être faire le tri de ce bruit. Parce que aussi, l'esprit critique, prendre le temps de penser, tu vois, un peu de prendre du temps pour soi et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, on peut parler du dirigeant, qu'est-ce que je veux pour l'entreprise, qu'est-ce que je veux pour la carrière, qu'est-ce que je veux pour mes collaborateurs, mais aussi pour soi-même en tant qu'individu, personne. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime incarner? Au contraire, qu'est-ce qui n'est plus aligné avec moi-même et que je dois me défaire? Il faut prendre ce temps-là, il est important. Et dans notre quotidien, c'est difficile, mais c'est indispensable. Ceux qui le font iront plus loin. Quels sont les enseignements les plus importants que tu as appris en ce qui concerne la négociation? Je ne sais pas si je suis une bonne négociatrice, tu vois, pour le coup. Mais tu as eu... Enfin, en tout cas, tu l'as expérimenté, quoi. Bien connaître sa cible. Si tu veux... C'est pas toujours possible. Bien sûr que si, c'est toujours possible. Avant d'aller quelque part, avant d'aller à un rendez-vous, tu sais ce que tu veux pour ce rendez-vous. Tu y vas, tu connais tes objectifs. Je sais pas, je veux décrocher ce poste. Je veux annoncer que je m'en vais. Voilà, tu connais les objectifs. Je veux décrocher un second rendez-vous. Tu connais l'objectif, ton objectif. Du coup, tu connais aussi avec qui tu as rendez-vous. Tu connais ta cible. Et si tu ne la connais pas, il est important de prendre le temps de la définir quand même. Et à partir du moment où tu t'es renseigné sur ta cible, alors moi je dis cible, alors ça fait très militaire, mais c'est la partie adverse. Partie adverse juridiquement, cible si on est un peu militaire, l'autre si finalement on est moldu. et se renseigner sur l'autre, c'est extrêmement important parce que en faisant ça, tu vas connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, les codes, le savoir-être, l'éthique. Tu vas aussi connaître sa culture. Tu vas aussi connaître ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie, dans quelle situation il se trouve, pour trouver des leviers de négociation possibles. Et ça, on vous l'enseigne quand on vous forme à devenir des officiers de renseignement? Pas du tout. Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. D'accord. Donc, c'est propre à chacun de l'acquérir. Et selon ce que je traverse.
Si quelqu'un n'est pas assez bon dans ce domaine-là, juste il n'est pas recruté. Pour être officier, il n'y a pas besoin d'être bon sur ce domaine-là. D'accord. Néanmoins, quand tu deviens agent, on est très peu à être agent et à être recruté sur ce type de poste. Il y a des soft skills, Des compétences sociales. des Ouais, compétences c'est vrai. qui sont évaluées. Et qui sont innées plus qu'acquises. Oui. On ne peut pas se permettre non plus de faire acquérir tout Ouais. à un individu. Donc il y a des choses qui vont être révélées, il y a des choses qui vont être polies, mais en tout cas, il y a des choses qui sont innées. Et qui sont innées, peut-être pas de naissance, mais des expériences passées. Ouais. Tu vois Oui, mais au final, toi, tu n'as pas travaillé très longtemps avant de devenir agent. J'ai travaillé, j'étais juriste en droit des affaires dans un cabinet. Et puis après, c'est l'expérience de vie. Ouais. Comment tu as vécu ton enfance, dans quel cadre tu as vécu, comment tu as vécu tes scolarités, comment tu as dû naviguer dans la vie en étant jeune. Comment tu t'es construite finalement. Comment tu t'es construite. C'est tout ça qui te donne, qui te révèle ces choses-là. Parce que les capacités à négocier, à sortir d'une situation, à se dissimuler, tout ça, c'est des instincts de survie. C'est vrai. On peut essayer de stimuler ou de renforcer, mais on ne peut C'est des instincts de survie. remplacer, quoi. Exactement, c'est des instincts de survie qui ont été révélés par des moments de vie, de situations, de formation, voilà, que tu traverses. Et après, en fait, qu'est-ce que tu en fais ? Soit tu décides de les mettre au service d'eux. Moi, j'ai décidé de les mettre au service des entreprises, parce que c'est inné chez moi, donc je mets au service des entreprises. Soit tu décides d'en avoir moins besoin, parce que tu es dans un cadre beaucoup plus apaisé et que tu n'as pas besoin de ça. Je serais curieuse de savoir comment tu abordes les nouvelles années. Comment, au 1er janvier, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prends comme décision pour l'avenir ? Souvent, la première chose que je prends comme décision, c'est de prendre plus de temps pour moi. Vraiment prendre plus de temps pour moi. La santé, c'est vraiment la chose la plus importante. Ouais. Donc, si au premier de l'an, je l'aborde en me disant... déjà, je me dis chouette. Un an de plus. Une expérience de plus réalisée, un an de réalisé, et chouette, une année de tableau blanc à écrire, une aventure supplémentaire à vivre, et la santé reste toujours le pilier. Hein. Ouais. Bah, c'est sûr que quand on n'a pas ça, on n'a pas le reste. Exactement. Tu ne peux rien faire sans ta santé. T'as beau avoir toutes les stratégies, tous les plans, toutes les compétences, la meilleure des équipes, la plus belle des entreprises et le plus de financement possible. Si tu n'as pas ta santé, tu ne peux pas avancer et embarquer les autres avec toi. Qu'est-ce que tu veux transmettre à ton fils de ce que tu as appris ? De toujours se battre, de ne jamais abandonner, d'oser. Pour moi, la vie, c'est un combat permanent qui peut être agréable, pas toujours dans la douleur, mais en tout cas, il ne faut jamais abandonner et il faut toujours oser. Et c'est pas que pour mon fils, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'écouter ce qu'on a à dire, de ne jamais, jamais abandonner. Si vous avez un objectif, que vous y croyez, que vous êtes déterminé, n'abandonnez pas. Vous pouvez faire des pauses, mais n'abandonnez pas ce qui vous anime. Jamais n'abandonnez pas ce qui anime votre flamme intérieure. Et osez. Osez demander de l'aide. Osez demander de prendre la parole. Osez prendre la parole. Osez. Donc, c'est incroyable quand on ose faire les choses, comment finalement, c'est beaucoup plus fluide. C'est quand la dernière fois que tu as osé ? J'ai osé écrire un livre. J'ai osé écrire un livre. Et j'ai osé dire oui à la maison d'édition qui me l'a proposé. C'était pas du tout mon objectif, c'était pas du tout dans mes plans, c'était pas du tout dans mon planning de choses à faire. Ouais. Ça prend du temps, hein. Toi-même tu écris, donc tu sais à quel point ça demande de l'investissement. J'ai osé me permettre cette aventure, que je regrette pas, qui est une très belle aventure, au service des entreprises. Parce que ce qui m'animait, c'était que cet ouvrage puisse aider un dirigeant qui a envie de faire du renseignement économique. Si tu pouvais conseiller un livre à toutes les personnes qui nous écoutent, tu pouvais mettre un livre entre leurs mains, ce serait lequel ? En dehors du mien, qui est quand même... On mettra le tien dans les important. notes de l'épisode. Bête noire. Bête noire de Éric Dupond-Moretti. D'accord. Ouais. Qui est donc un avocat qu'on appelle acquittateur parce qu'il a acquitté beaucoup de personnes sur des dossiers assez sulfureux, assez
particulier. En fait, quand j'étais juriste, la première chose que j'ai lue, c'est son ouvrage qui s'appelle Bête noire, dans lequel il raconte et il retrace ses histoires, ces cas qu'il a décidé d'accepter au nom de la justice, de défendre. Et non pas par amour de l'individu, mais par amour du droit. Et finalement, il le retrace extrêmement bien. C'est très intéressant de s'intéresser à ça, mais je crois que tu avais interviewé aussi une avocate récemment sur Olivia Ronen. Voilà, sur cette thématique. Et cet ouvrage, il m'a beaucoup, beaucoup inspirée pendant mes années de droit. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Écrire un livre. T'as pas le droit de dire écrire un livre, tu l'as déjà utilisé comme cartouche. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, j'ai remis des médailles à des enfants de soldats. D'accord. C'était la première fois que j'avais initié ceci pour un régiment qui, pour la première fois, a voulu remettre des médailles aux enfants de soldats pour les récompenser de la résilience qu'ils ont d'être enfants de militaires qui partent au combat. Et j'ai été à l'initiative de cette première fois. Ça a été un moment extrêmement éprouvant. Pour terminer, je vais lire une question laissée par un auditeur ou une auditrice. Est-ce que tu as extrêmement peur dans certaines enquêtes ? Et comment est-ce que tu gères la peur ? Ouais. On en a parlé tout à l'heure, mais dans les dossiers que je mène, il y a des enjeux qui sont extrêmement forts. Ils peuvent être émotionnels et financiers et réputationnels. Et donc, quand tu mélanges les trois, donc l'émotion, la réputation et l'argent, les enjeux sont extrêmement lourds, avec une puissance en face de toi. Là, tu n'as pas peur, mais tu te dis que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Le client, il te fait confiance. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas l'amener à se tromper. Donc là, les enjeux te guident à regarder vraiment la réalité en face et tu te dis, je vais vérifier 100 fois le professionnalisme, la rigueur, l'éthique, le savoir-faire. Ça t'aide à passer au-dessus de ta peur parce que tu peux avoir peur de te tromper. Mais si tu es déterminé à réussir, à apporter le bon renseignement à ton client, si tu es déterminé à aller jusqu'au bout et que tu as confiance en tes compétences, en tes équipes, en ce que tu es capable de fournir, en fait, tu navigues à travers la peur. Il faut toujours qu'elle soit là. On l'avait dit tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait de nous des humains, c'est ce qui permet de rester sur Terre. Mais se faire confiance et se connaître soi-même, donc pour répondre à la personne qui a écrit, se connaître soi-même, connaître sa force, ses faiblesses, sa détermination, être capable d'aller jusqu'au bout, c'est ça cette force-là te permet vraiment de naviguer à travers la peur. Et tu n'as pas eu peur pour ta vie, déjà ? Parce qu'à ce moment-là, je trouve que c'est plus difficile de se reposer juste sur soi et ses compétences. Plein de fois, j'ai eu peur pour ma vie. Et ça fait partie du métier. Comment on apprend à l'accepter, à ne pas la laisser prendre le dessus ? Parce qu'il y a les autres. Tu sers un pays, tu peux pas te laisser guider par ta peur en permanence. La nation a besoin du renseignement que tu vas apporter, la nation a besoin de ton action à ce moment-là. Et puis il y a tes équipes. Ils peuvent pas avoir un chef qui a peur. C'est pas possible. Donc tu ne t'autorisais pas à avoir peur ? Tu le fais pas ressentir et t'apprends à la gérer. Surtout en sachant que c'est acceptable d'avoir peur. Il faut l'accepter, c'est humain, c'est normal. Par contre, il faut pas être figé et puis il faut avancer. On compte sur toi. Quand on compte sur toi, tu peux pas rester pétrifié. Merci beaucoup, Maëlyn, pour cet échange. C'était hyper intéressant. J'ai l'impression d'avoir suivi une masterclass en renseignement d'affaires. Donc j'en suis ravie parce que ça n'arrive pas tous les jours. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? On peut les rediriger sur mon LinkedIn, Maëlyn Camus, mon Instagram, Maëlyn Camus, et puis mon site internet www.prisme-intelligence.com. Et en librairie, et je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. En librairie avec mon ouvrage Dans l'ombre de la décision. Merci beaucoup et à très vite. Merci Louise.